Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais parler d'énergie. En fait, je suis venu à Bitcoin par la cryptographie il y a longtemps, enfin au début. Donc ça fait à peu près 10 ans que je présente Bitcoin à des publics variés, des investisseurs comme vous, des étudiants et des journalistes. Donc je voudrais partager avec vous dans ces 15-20 minutes un peu mon vécu de ces échanges en fait avec des publics variés sur le sujet de la monnaie et de Bitcoin. Alors effectivement, l'énergie est venue assez vite dans mon spectre. Au début, c'était la cryptographie, puis je me suis intéressé à l'énergie. Enfin, je suis revenu à des cours sur l'énergie que j'avais eu en tant qu'élève ingénieur, parce que une des fake news que j'ai entendues assez vite, ou en tout cas une des objections que j'ai entendues assez vite, c'était ça consomme de l'énergie, donc c'est pas bon pour l'environnement. Je le fais court, voire c'est un désastre écologique. Alors que je me suis intéressé au problème et de la production d'énergie. J'ai découvert plein de choses très, très intéressantes. J'ai découvert donc que c'était une fake news. Mais comme vous le savez, une fake news, ça prend 30 secondes à s'énoncer et ça prend 15 minutes à la débunker, à l'expliquer que c'est une fake news. Ça, c'est la fameuse loi de Brandolini que Jean-Marc Jancovici évoque souvent. C'est malheureusement à l'œuvre dans pas mal de domaines de l'énergie. Michel Meillan aussi en a parlé des fake news. C'est un des problèmes de la communication avec un public qui n'est pas nécessairement averti. Évidemment, j'ai présenté à des novices aussi, souvent Bitcoin. Et alors, il y a une caractéristique qui n'est pas la loi de Brandolini que j'ai observée, c'est que, en fait, moins les gens connaissent un sujet, plus ils ont des opinions tranchées sur le sujet. Et ça, c'est quelque chose dont vous pouvez faire l'expérience vous-même. Si vous connaissez bien un sujet, vous avez des avis assez nuancés sur la question, puisque vous connaissez tous les tenants et les aboutissants. Quand vous adressez à des gens qui ne connaissent pas un sujet, ils viennent parfois avec des préjugés et ça va être assez difficile en fait de les passer en mode apprenant. Alors ça, c'est vrai surtout dans les médias, malheureusement, où j'ai eu du mal, effectivement, parfois avec certains journalistes, et encore aujourd'hui, on voit des fake news se propager. Donc voilà, ça, c'était une petite introduction sur pourquoi je vous parle d'énergie et de Bitcoin. Et en fait, dans le titre, j'ai dit les contreparties. Alors pourquoi ? Parce que souvent, vous entendez que Bitcoin, il n'y a pas de contrepartie, c'est ex nihilo, c'est basé sur rien, etc. En fait, non, toute monnaie, je vais essayer de vous l'expliquer, elle a une contrepartie énergétique. En fait, une monnaie, c'est une représentation de l'énergie. Si on veut oublier un temps la définition d'Aristote, qui est une définition fonctionnelle, donc medium of exchange, enfin moyen d'échange, réserve de valeur, unité de compte, c'est les trois fonctions de la monnaie selon Aristote. Moi, j'ai essayé de revenir à une définition plus ontologique. Et donc, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est une représentation de l'énergie, puisque votre travail, vous le compensez avec un salaire. Et le salaire, c'est un flux d'énergie. Le travail, c'est un flux d'énergie. Donc, vous avez bien accepté, inconsciemment ou consciemment, de la monnaie en compensation de votre travail. Donc, ce lien entre monnaie et énergie, il existe déjà pour vous. Vous l'avez déjà admis. En réalité, c'est juste qu'on ne vous l'a pas formulé comme ça. Et on vous a emmené sur la définition fonctionnelle qui, à mon avis, est un peu réductrice. Donc, je vais avancer. Merci. Ouais, donc en fait, en creusant ce sujet, on s'aperçoit qu'il y a deux types de monnaies. On peut ranger les monnaies, en tout cas, dans deux grandes catégories. La monnaie que j'ai appelée la monnaie promesse, qui est une promesse d'énergie, et la monnaie preuve, qui amène une preuve d'énergie. Donc l'or, dont on a parlé plus tôt ce matin, par exemple, on est dans la preuve, puisqu'on a une preuve physique d'une énergie qui vous est donnée à ce moment-là, c'est de la matière. Depuis Einstein, on sait que la matière, c'est de l'énergie, E égale mc2. Alors, c'est une relation d'équivalence, c'est pas une relation d'égalité, parce qu'il y a le C2, c'est un facteur, c'est un multiplicateur, donc il y a une équivalence entre matière et énergie. Donc l'or, on est sur cette équivalence. Vous avez une preuve physique, quand vous recevez une pièce d'or, que votre travail est compensé par quelque chose qui a nécessité une énergie passée. Donc on a la preuve de cette énergie. Bitcoin se fonde un peu sur le même modèle, sauf qu'au lieu d'être une preuve physique, c'est une preuve mathématique. Chaque pièce de Bitcoin, elle porte une preuve mathématique. Il a fallu dépenser de l'énergie, utiliser de l'énergie pour la fabriquer. Chaque UTXO, comme on dit dans notre jargon, chaque pièce de Bitcoin qui résulte d'une transaction précédente, elle porte une preuve mathématique de cette énergie. Donc on a un modèle assez proche de l'or, sauf qu'on est dans le domaine de l'information, et on est passé de la monnaie physique, commodity, matière première, à la monnaie numérique, vous le savez maintenant, donc on est sur de l'information. Mais l'information représente de l'énergie.
Donc, dans le cas de la promesse, la monnaie promesse, évidemment, c'est la monnaie que vous utilisez. L'euro, c'est la monnaie promesse. Donc, il y a quelqu'un qui a promis de l'énergie, et ce quelqu'un, dans le schéma de l'euro, c'est l'emprunteur. Il y a quelqu'un qui a emprunté, qui s'est endetté, et c'est ce qu'on appelle parfois aussi l'argent dette ou la monnaie dette. Moi, je préfère monnaie promesse, c'est plus positif, et puis c'est plus juste scientifiquement. Il y a juste une promesse de remboursement, donc de fournir de l'énergie pour compenser cette création monétaire. Donc la création monétaire, je vous le fais court, c'est une écriture comptable dans les livres de la banque. Vous savez, si vous avez fait un peu de comptabilité, qu'un bilan actif-passif, ça doit toujours être équilibré. Donc la banque, elle fait un tour de passe-passe, elle signe un contrat de prêt avec Bob, donc elle le met à son actif, puisque c'est Bob qui lui doit cet argent, donc c'est un actif pour la banque. Et pour compenser ce nouvel actif dans son bilan, elle va juste augmenter le solde du compte de Bob, puisque les comptes clients, ce sont des dettes de la banque, donc c'est au passif. Donc vous voyez, c'est un petit tour de passe-passe comptable, on crée de la monnaie. Alors ex nihilo, c'est la question, est-ce que c'est vraiment ex nihilo? Moi je dis, il y a une contrepartie énergétique, et c'est l'énergie de Bob. L'énergie qui est à l'œuvre ici, c'est l'énergie de Bob. Donc ça, c'est ce qu'on appelle c'est le mécanisme de création monétaire de l'euro. Au passage, notons que quand il rembourse, Bob, c'est une destruction de monnaie. On retire de la monnaie du circuit puisque Bob va retirer, le remboursement va être déduit du compte de Bob. Donc, et de l'autre côté, à l'actif de la banque, le prêt a diminué, le capital dû a diminué, donc l'actif de la banque diminue aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans les crypto-monnaies parfois une transaction de burn. On retire des crypto-monnaies. Il y a certaines crypto-monnaies qui ont ces mécanismes à l'œuvre, mais ça ne marche pas de cette façon-là. Donc je vous l'explique pour l'euro. L'euro a ces transactions de burn aussi pour limiter en fait la quantité de monnaie qui circule. Il se trouve que, évidemment, vous l'avez compris, la masse monétaire, elle augmente tout le temps parce que le flux de prêts qui sont émis est supérieur au flux des remboursements. Donc ça fait que la masse monétaire, notamment de l'euro, elle augmente quasiment tout le temps. Alors, ça explique l'inflation en partie, sachant qu'elle n'est compensée que par finalement le progrès technologique qui fait que Bob peut fournir a priori de plus en plus d'énergie, de plus en plus de travail grâce au moteur du progrès, notamment lié on l'a expliqué avant, lié à l'utilisation du pétrole. Le progrès, depuis 1850, c'est essentiellement la découverte du pétrole et tout ce que ça a permis derrière. Alors, si c'est un prêt de pair à pair, notons ça aussi au passage, c'est une petite remarque en passant, si c'est un prêt de pair à pair, il n'y a pas de création monétaire, parce que si c'est maintenant Alice qui prête à Bob et non plus la banque, pour que Alice crédite le compte de Bob, il faut qu'elle ait l'argent avant, sur son compte à elle. Donc, il n'y a pas de création monétaire dans le cas d'un prêt de pair à pair. Alors, cette confusion entre les deux natures, entre ces deux prêts, le prêt bancaire et le prêt de pair à pair, est la racine d'un malentendu sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire que les banquiers vous expliquent qu'il faut payer de l'argent, il faut payer des intérêts quand ils émettent un prêt, sauf que eux, ils ont pu le faire avec donc une écriture comptable, alors que Alice, elle a dû accumuler pour pouvoir faire le prêt. Donc, Alice, elle renonce, les juristes disent qu'elle renonce à la jouissance de son argent, donc c'est normal qu'on lui paye un intérêt. C'est exactement comme si elle prêtait son appartement ou sa voiture à Bob. Et ça n'est pas vraiment le cas du banquier. Mais bon, ça c'est une petite observation. En passant, comme on n'a pas beaucoup de temps, je n'insiste pas trop là-dessus. Alors, ça c'était pour vous rappeler l'euro. Alors pourquoi je parle toujours de l'euro avant de Bitcoin? Parce que si je vous explique comment marche Bitcoin avant d'avoir présenté comment marche l'euro, en général, on est tout de suite sur des questions d'où ça sort, pourquoi on crée de la monnaie, etc. Alors que si je vous ai présenté l'euro avant, vous comprenez que l'euro, finalement, c'est une monnaie, une crypto-monnaie comme les autres. Moi, je dis toujours, c'est une crypto-monnaie comme l'euro. Les autres, puisque ça utilise l'énergie aussi pour, disons, émettre de la monnaie. Et ça utilise abondamment la cryptographie aussi. Si vous vous intéressez au système de paiement, ils utilisent énormément de cryptographie. Donc, la distinction, le mot crypto-monnaie est assez, je dirais, trompeur, puisqu'il laisse penser que Bitcoin serait la seule monnaie basée sur la cryptographie. Moi, je pense que toutes les monnaies, tous les systèmes de paiement sont basés sur la cryptographie. C'est une évidence. Alors, je vous ai parlé de ça, donc je vais passer rapidement là-dessus. C'était les deux
catégories de monnaie. Alors, j'ai donc creusé, là on commence à rentrer dans les fake news, j'ai donc creusé un peu le sujet de l'énergie parce que j'entendais très souvent que c'était un désastre écologique, Bitcoin. Alors, je me suis intéressé déjà à la production d'électricité, puisque Bitcoin utilise de l'électricité. Et une chose qu'on découvre quand on s'intéresse à la production d'électricité, c'est qu'il y a des surplus. Alors ça aussi, j'ai eu des gens qui me disaient « Ah non, c'est pas possible, il n'y a pas de surplus, on a tous besoin d'électricité, c'est pas vrai, c'est des fake news. » Alors c'était moi qui disais « Non, non, si vous étudiez vraiment comment marche la production d'électricité, vous découvrez qu'en fait, il y a une bonne partie de l'électricité produite qui pose problème parce qu'elle est en surplus. Et si vous avez un circuit électrique qui est en surcharge, bah, ça fait sauter les plombs. Chez vous, si vous avez... Si vous en avez fait l'expérience, vous avez les plombs qui sautent. C'est un peu la même chose qui se passe à l'échelle d'un réseau électrique, ce que les Anglais, les Américains appellent le grid. Il y a un problème d'équilibrage d'un réseau électrique. Donc, quand vous avez un réseau électrique, vous avez des problématiques de surplus et des problématiques de pénurie. Quand vous avez des ressources, des sources d'énergie dites non pilotables, donc comme typiquement les renouvelables. Donc, Bitcoin arrive sur ces réseaux, il n'y est pas encore. Aujourd'hui, Bitcoin est plutôt dans des zones où il n'y a pas de réseau, justement. Et il est très proche des centres de production hydraulique, notamment, pour capter des surplus qui ne peuvent pas être distribués parce qu'il n'y a pas de réseau derrière. Mais à terme, il a un rôle à jouer sans doute comme facteur d'équilibrage. C'est ce qu'on appelle... Les Américains appellent ça demand response, c'est-à-dire une demande qui s'adapte à la production, qui, si on augmente la part des renouvelables, va être de plus en plus en demande d'équilibrage. Parce que plus un réseau aura de l'éolien et du solaire, plus il sera difficile à équilibrer. Donc, il faudra des clients qui savent allumer, éteindre, ajuster leurs demandes, et c'est exactement ce que permet le minage Bitcoin. Donc, c'est des clients solvables, donc qui vont permettre finalement que l'électricité soit moins chère pour tout le monde. Donc voilà pour le debunk, si vous voulez, de Bitcoin, c'est un désastre écologique. En fait, c'est exactement l'inverse. Mais il faut creuser, effectivement, je vous invite à le faire. Ne croyez pas, ne prenez pas au mot tout ce que je vous dis. Surtout, intéressez-vous au sujet et vous arriverez sans doute à des conclusions, en tout cas différentes de ce qu'on vous explique par ailleurs. Alors l'or, bon, j'en dis un mot au passage, c'est une consommation estimée de la consommation de l'or. Donc là aussi, vous noterez la différence de traitement médiatique, je dirais, sur l'impact environnemental de Bitcoin par rapport à l'or. On entend assez rarement parler de l'impact de l'or, curieusement, mais il se trouve que peut-être ça a à voir avec le fait que la Banque de France en a 2400 tonnes dans ses coffres. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Donc le système bancaire, on vous dit, si on regarde un réseau mondial comme le système bancaire, ou Facebook, ou Google, on est sur ces ordres de grandeur. 250 TWh par an, c'est l'ordre de grandeur de ce que consomme un réseau à l'échelle mondiale, s'il y a beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de serveurs, etc. Donc le système bancaire consommerait à peu près autant, si vous voulez, que ces grands réseaux. On est sur ces chiffres-là en tout cas. Sauf que quand on vous dit ça, on oublie les ressources humaines. Et curieusement, dans l'empreinte carbone, moi je considère que si on regarde l'empreinte carbone d'un métier, évidemment qu'il faut compter les ressources humaines. Puisque les gens, en moyenne donc sur la planète, un humain utilise 20 MWh par an. Donc si vous avez, mettons, 45 millions d'employés comme le système bancaire au niveau mondial, vous faites 45 millions fois 20 MWh, vous arrivez à 900 TWh par an. Ça, c'est l'utilisation de l'énergie par tous ces gens. Alors, c'est un coût d'opportunité, ce n'est pas un coût direct. C'est-à-dire que ces gens, qui sont en général assez intelligents, diplômés, etc., pourraient être actifs dans d'autres secteurs. C'est le principe de... Ça va être la question qui va se poser avec l'intelligence artificielle. On va libérer aussi des ressources, on va décupler les ressources des gens, ils vont être du coup plus disponibles pour servir peut-être plus de gens, et en tout cas, on peut aussi les redéployer dans des secteurs où il manque, comme l'éducation ou la santé. Donc voilà, c'est juste des observations qu'on peut faire sur l'énergie et la monnaie. Je vais conclure là parce que je vois que le temps nous manque. J'aurais pu vous parler rapidement de preuve d'enjeu et preuve de travail, puisque
on parlait de la Bitcoin, donc, qui est passé sur la preuve de travail. Je voulais juste dire un mot sur la preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu, c'est juste un mécanisme de signature où il n'y a pas de contrepartie énergétique. Donc, c'est une sorte d'hybride entre l'énergie passée et l'énergie future. Il n'y a pas vraiment d'énergie dans les monnaies à preuve d'enjeu comme Ethereum, Solana, etc., de toutes les monnaies qui se positionnent sur les smart contracts. Donc, je voulais juste expliquer que dans ce cas, c'est la signature qui compte. Donc, la signature de Jackson Pollock fait que le tableau à gauche a autant de valeur que le tableau à droite. Mais vous avez compris que c'est juste sa signature, parce qu'il s'appelle Jackson Pollock. À droite, le tableau, il y a une vraie preuve de travail, parce qu'il faut des années pour arriver à cette maîtrise et aussi pas mal de temps pour faire le tableau. Donc vous voyez un peu la nuance entre les deux formes de preuve. Et l'autre image que je voulais vous livrer, c'était celle de l'enveloppe scellée. C'est-à-dire que si on est sur un mécanisme de preuve d'enjeu, il n'y a pas de barrière physique à la réécriture dans la base de données. On est juste sur vérifier, c'est ce qu'on appelle en anglais tamper evidence, c'est-à-dire que si l'enveloppe a été ouverte, on va le voir, on va voir qu'il y a eu une modification, mais on ne va pas pouvoir empêcher physiquement la modification. Dans le cas de preuve de travail, on a une barrière physique à la réécriture grâce à l'énergie, donc on est sur une salle des coffres. Vous comprenez tous la différence entre une enveloppe scellée et un coffre dans une salle des coffres. Voilà, je voulais conclure là-dessus, je sais que le temps est limité. Puis merci Pierre. En fait, ce qu'on doit comprendre dans le déroulé de Pierre, qui est un point important, c'est, en tout cas, je dis ça parce que c'est un peu le sujet sur lequel je voulais que tu vois, c'est que vous avez bien compris qu'on a mis du travail dans l'extraction de l'or pour pouvoir faire une pièce d'or, et donc ce travail, cette énergie, on le transporte avec cette pièce d'or. Mais vous avez exactement la même fonction aujourd'hui avec Bitcoin. On a une preuve de travail, calcul mathématique, et cette énergie-là, on peut la transmettre à une personne ou à une autre. Et cette énergie, ça m'a évité, moi, imaginons que j'ai acheté Bitcoin il y a 20 ans, enfin pas 20 ans, mais il y a 2009 pour les premiers 14 ans, rapport des 20 ans, il y a 14 ans, j'ai acheté mon Bitcoin et aujourd'hui, je le cède, et bien ça va m'enlever, moi, une valeur travail, ça va m'éviter, moi, une valeur énergie que j'aurais dû dépenser pour la même chose. Donc, en fait, c'est une des manières d'expliquer le transport d'énergie dans le temps. Et pour reprendre ce que tu vas dire, pour ne pas couper quand même tout l'intervention de Michel qui intervient juste après, on va comparer avec tes chiffres, justement, et des chiffres encore un peu plus précis. Eh bien, quelle est l'efficience d'une transaction Bitcoin et d'une transaction Bitcoin et d'une transaction de paiement instantané en banque. Voilà. J'ai juste une remarque à faire sur cette dernière image, c'est que le prix a changé depuis hier, on est à 26 500, je crois, donc il a plus de 1000. Merci Louis. Bonjour à tous. Donc c'est juste vraiment la suite de ce que Pierre est en train de dire. C'est un focus sur l'efficience énergétique. Non seulement l'importance de l'énergie, mais c'est une énergie comparée avec un autre secteur, un secteur qui a la même promesse. La proposition de valeur de Bitcoin, c'est quoi? C'est avoir une tenue de compte, faire des paiements. D'ailleurs, je le rappelle, c'était la première phrase que Satoshi Nakamoto a écrite. Pourquoi il a inventé Bitcoin? Alors, on a parlé de la crise économique, on a parlé de plein de choses, mais lui, ce qu'il a dit, c'est un moyen de paiement pair à pair sans tiers de confiance. Donc, il voulait faire une chose, un moyen de paiement. Donc, si on rentre un peu dans le sujet, c'est basé sur un papier que j'ai publié l'année dernière sur l'efficience énergétique comparée entre Bitcoin d'un côté et les banques de l'autre. Ce papier est toujours disponible, vous aurez le lien. Enfin, j'ai eu vraiment la joie de recevoir hier de la plateforme où on publie les papiers scientifiques, que le papier est dans les top 10 dans toutes les catégories, donc y compris chimie, physique, et que, enfin, parmi les auteurs, c'est un des papiers les plus intéressants dans le sens intérêt autour du papier, référencement autour du papier. Donc, pour rentrer dans le sujet, vous avez vu des schémas sur les banques, vous avez vu des schémas sur les paiements. Ça ressemble un peu à ça. Oh, pardon. Donc, ce que vous voyez comme moyen de paiement aujourd'hui, il y a toute une industrie, toute une chaîne de valeur assez compliquée, assez spécialisée aussi. C'est efficace d'être spécialisé, mais c'est risqué en termes de durabilité. Ce que Bitcoin vient faire, il dit on veut éliminer tous ces intermédiaires-là, on veut juste qu'on puisse payer le commerçant directement via Internet. La question qui se pose, c'est oui, on peut le faire, Bitcoin a prouvé que c'est possible, mais lequel est plus efficient énergétiquement? Lequel consomme plus, lequel consomme mieux? Donc, pour répondre à cette question, ce n'était pas facile. L'une des seules données qui existait au monde, c'était celle de Cambridge, qui avait estimé, grâce à un prix moyen d'électricité au monde, ça coûterait à peu près combien de produire des bitcoins.
Et donc leur estimation avait une marge d'erreur gigantesque que personne ne regardait, qui dépassait les 50 ou 80% de marge d'erreur. C'est parce qu'ils se basaient sur un prix moyen d'électricité, et personne n'achète le prix moyen d'électricité au monde. Justement, les mineurs, et on a dans la salle des gens qui connaissent très très bien ce sujet, ils vont acheter le prix le moins cher d'électricité, ils achètent les surplus non consommés. Donc on a essayé de faire, d'une façon méthode scientifique, comparer la même promesse côté bancaire et la même promesse de Bitcoin et voir les coûts de chaque côté. Alors ça a pris des calculs, vous imaginez. Ça a donné des résultats qui n'existaient pas avant. On sait maintenant il y a combien d'unités de minage au monde, on les sait à partir de quel modèle. On sait, grâce à Bitcoin et à sa blockchain, lui, il a quoi comme puissance derrière lui? La puissance, c'est la puissance de hachage. On appelle ça le hash rate. Alors ça date, je ne l'ai pas mis à jour. On est dans les 300 aujourd'hui. Donc si on était à 200 au moment où on a publié le papier, 200 exahash, c'est des chiffres infinis. Enfin, c'est même pas la peine de les comprendre. C'est gigantesque comme chiffre. Donc Bitcoin a une suprématie de puissance électronique derrière lui. D'ailleurs, si on combine tous les data centers et les superordinateurs du monde, de la NSA, de la NASA, de Google, Apple, tout le monde, y compris la Chine, ils n'arrivent même pas à 1% de cette puissance de calcul. Elle ne fait pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes calculs. Bitcoin est très spécialisé. Les autres, c'est des calculs génériques. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles il est inattaquable informatiquement en termes de puissance, par force brute. Donc, pour aller plus vite, ça donne des schémas de ce genre dans lesquels on peut voir depuis la création de Bitcoin, le mois 1 ou même la semaine 1 jusqu'à... Ça s'est arrêté en août 2022, ce schéma. Et on voit combien la puissance elle a augmenté. On voit aussi combien d'unités de minage au monde il y a. On a atteint les 9 millions. Aujourd'hui, vous voyez que ça a baissé un peu, on est dans les 4 millions. Mais c'est parce que les machines sont devenues beaucoup plus efficientes. Et entre-temps, il y a eu un ban des minages en Chine qui a fait baisser le nombre d'unités de minage, qu'on appelle ASIC. Donc la question maintenant, c'est la question fondamentale. Combien consomme Bitcoin? Pierre, il a montré un chiffre qui n'était pas loin de celui-là. Ça, c'est ce chiffre, il est le plus précis en termes d'unités de minage. Bitcoin, en août 2022, consommait 80 TWh par an. Alors, ça ne veut rien dire pour vous peut-être, c'est un chiffre qui est grand, mais ce qui est important à voir, c'est que le coût pour faire le minage, l'efficience énergétique, regardez combien elle s'est améliorée avec le temps. C'est-à-dire que ça coûtait 2000 watts pour faire 1 TH, alors que maintenant, la moyenne sur Bitcoin, elle est à 45. Aujourd'hui, elle est encore beaucoup moins que ça. Elle est dans les 30. Alors, je suis désolé, je vais aller très très vite pour aller à l'essentiel après. Donc là, comparons ça au monde bancaire. Aujourd'hui, dans le monde bancaire, les banques font 220 milliards de papier, de monnaie papier au monde qui circulent. 105 milliards de coins circulent, de pièces. 3300 milliards de transactions par an. 5 millions d'ATM. 6 millions de véhicules pour véhiculer le cash vers les ATM. 370 millions de commerçants au monde acceptent les paiements. Et voici leur consommation énergétique. Donc c'est tout un travail qui a pris 5 ans de recherche pour collecter ces chiffres-là et les estimer. Donc vous vous rappelez, Bitcoin, c'était 80 dans cet ordre de grandeur. Là, vous voyez juste ces centres de coûts énergétiques côté bancaire. Alors, ce n'est pas tout. Il y a la partie carte, les paiements cartes. Il ne faut jamais comparer Bitcoin à Visa. Visa ne fait pas du tout la même chose que Bitcoin. Visa ne fait qu'une autorisation sur un paiement, elle ne fait pas le paiement, elle fait un bout de la chaîne de valeur. Donc, nous, dans notre recherche, on l'a comparé complètement avec tout l'écosystème bancaire. Et voici la partie carte. Au monde, il y a 25 milliards de cartes. Il y a 207 millions de de terminaux de paiement dans lesquels, comme un Ingenico, où on insère la carte. Et voici ce que ces machines consomment en électricité. Ces machines, ils tournent environ un peu moins de 8 heures par jour, ils consomment un peu d'électricité, mais il y en a tellement que ça donne ces chiffres. Et si on vient sur la partie bancaire, Pierre, il a rappelé qu'il ne faut pas seulement regarder l'électronique, il faut regarder les gens, les transports aussi. L'impact énergétique d'une industrie, il faut tenir ça en compte, il faut en tenir. Et donc, il y a 25 000 banques au monde qui consomment 65 TWh pour le récit, 1 million de filiales bancaires qui consomment dans leurs bâtiments 151 TWh par an. Il y a environ 55 millions d'employés qui travaillent dans l'écosystème bancaire, uniquement bancaire, pas indirectement, dans la banque, employés de banque. Et ça consomme 337 TWh par an pour leur transport. Les transactions, donc de type SWIFT, les transactions bancaires dans les data centers, à eux seuls, c'est de même ordre de grandeur que Bitcoin. En revanche, ça fait plus que Bitcoin. Donc le bilan énergétique est le suivant. Le bilan énergétique est le suivant. 80 TWh pour Bitcoin, TWh par an pour Bitcoin,
et les banques consomment 1000 TWh par an pour tourner, pour fonctionner. Alors, c'est tout inclus, c'est une industrie, et ça ne fait pas exactement la même quantité de transactions. Mais juste, ces deux industries, ils ont un ordre de magnitude de 12 en différence. Maintenant, on s'est bien sûr focalisé sur Bitcoin consomme combien, comparé. Donc, voici la consommation énergétique au monde. Bitcoin, finalement, ne consomme que 0,05% de la consommation énergétique globale au monde. Donc, c'est loin de ce qu'on vous disait, que c'est la France, c'est le Danemark, c'est la Suède. En revanche, la bonne question, c'est une transaction Bitcoin, est-ce qu'elle est mieux efficiente énergétiquement qu'une transaction bancaire? Et après, on va parler qui peut faire plus. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Donc là, la question, elle est très difficile. Et la réponse, elle est la suivante. Bitcoin peut consommer 67 kWh par transaction. Sans rentrer dans les détails, vous aurez les formules. Mais en gros, voici le schéma intéressant. Aujourd'hui, Bitcoin, actuellement, à 10 minutes à peu près pour terminer une transaction, il est dans le même ordre de grandeur d'efficience énergétique qu'une transaction bancaire électronique qui a eu plus de 50-60 ans pour s'optimiser, pour devenir aussi efficace. Donc c'est très prometteur. Il n'est pas aussi efficient par transaction, il est dans le même ordre de grandeur. Et en revanche, le point de bascule, c'est si on remplit un peu les blocs, c'est-à-dire si Bitcoin il est un peu plus adopté dans les paiements au monde, eh ben, il sera déjà mieux efficient par transaction énergétique. Il est là aujourd'hui, les blocs ne sont pas assez remplis, on ne remplit pas assez la capacité de Bitcoin. Alors pour aller un peu plus loin, Bitcoin Lightning est venu faire une deuxième couche au-dessus de Bitcoin pour augmenter son efficience énergétique, pour augmenter aussi sa scalabilité. Bitcoin est limité en quantité de transactions parce que les blocs sont limités en taille et limités en temps. Et donc pour scaler Bitcoin, Bitcoin Lightning est venu, c'est une solution très très élégante qui permet de faire des paiements instantanés en moins d'une seconde partout au monde. Ça n'existe pas sur la planète Terre, dans l'écosystème classique. Moi, c'est mon métier, je travaille avec les banques centrales, les grandes banques partout au monde, en Australie et en France, et on met en place les paiements instantanés. Vous avez tous peut-être essayé des paiements instantanés, ça ne fonctionne qu'en Europe si la banque elle est reachable. Et ça prend 7 secondes. Alors que Bitcoin, il peut faire 1 million, Lightning, 1 million de transactions secondes en moins d'une seconde. Alors pour vous le démontrer, voici une petite vidéo. Ça c'est au Salvador. Donc au Salvador, j'ai passé plus d'une semaine là-bas, qu'avec mon smartphone, que Bitcoin Lightning, jamais du dollar, jamais rien du tout. Et vous allez voir que c'est aussi bien qu'un paiement Visa sans contact, mais c'est même plus vrai et plus rapide. Donc là, j'ai payé carrément $6, l'équivalent de $6. Elle l'a déjà reçu en un clic. Et voici à la plage, pour acheter un petit sac de popcorn à la plage au Salvador d'une vendeuse ambulante qui prend du Bitcoin en paiement. Alors, je vous montre ça parce que c'est de la science-fiction pour nous en Europe, mais je veux dire que ça existe au monde. Ce n'est pas de la recherche académique et ce n'est pas seulement de la science-fiction. Donc c'est un paiement de $1 par exemple en Bitcoin Lightning et ça prend, physiquement parlant, 700 millisecondes. Un paiement transfrontalier, international, sans commission. Ça ne coûte rien. Faites un virement au monde quelque part et vous allez voir, ça va prendre des semaines et ça va coûter cher. Donc en résultat, pour terminer, actuellement, Bitcoin comparé au monde classique, je vais aller tout de suite, spoiler du résultat final, avec Bitcoin Lightning, il ne va pas consommer plus, il pourra faire 1 million, il est fait déjà, ça a été testé. Donc Bitcoin pourrait faire 10 fois plus, 100 fois plus que l'écosystème classique, et il pourrait être plus de 170 000 fois plus efficient énergétiquement par transaction. Ce n'est pas à l'équivalence. Donc voilà, c'était un peu ça la promesse de Bitcoin Lightning. Bravo. Merci. Bravo.